Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'influence de bruit de sentiment, ou plus communément appelé flicker, dans les TRNG à base des oscillateurs en nano. Donc, moi, c'est Licinus Benéa, je travaille dans le laboratoire de sécurité des composants, à côté de mes collègues Florian Pebe Perula, Romain Vaques et Michael Carmona sur la thématique TRNG. Donc, le plan pour la présentation d'aujourd'hui, après une courte introduction, je vais parler des types de TRNG, les sources de bruit qui permettent de générer de l'aléa. Ensuite, la génération des séries temporelles par émulation et de la génération des bits aléatoires par émulation. Et finalement, je vais discuter de la conséquence des sources de bruit sur la génération de l'aléa. Donc, les générateurs d'aléa ou les TRNG sont les briques alimentaires pour tout système cryptographique et sont utilisés aussi dans d'autres domaines comme les jeux ou les simulations, mais sont des applications minoritaires. Le problématique des TRNG, c'est relié à la garantie de l'aléa, c'est-à-dire que quand on passe des tests statistiques, on fait des calculs sur une certaine série de bits, mais cela ne permet pas de détecter des erreurs de type 1 ou 2, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des TRNG qui sont mauvais ou de dire que c'est pas bon un TRNG qui est en fait bon. Voilà. Donc pour cela, les normes actuelles telles que la norme AIS 31 demandent un modèle statistique ou stochastique qui consiste à identifier les phénomènes physiques qui sont à l'origine de l'aléa et ensuite utiliser les modèles. Dans notre cas, comme on travaille sur des oscillateurs nano de jitter, pour générer un modèle stochastique qui permet de déterminer les propriétés des nombres aléatoires générés. Donc les conditions sur le bit sont l'imprédictibilité qui est donnée par l'entropie et l'indépendance qui est donnée par l'autocorrélation. Au niveau des principes, il y a plusieurs principes qu'on utilise pour les générateurs d'aléas. Donc on a les générateurs qui sont basés sur le jitter. Ici on retrouve des oscillateurs en nano, des PLL ou des STR. On a aussi la métastabilité comme mécanisme de générer de l'aléa. Ici on retrouve des bascules et des verrous. Et aussi on peut utiliser également l'initialisation de la bascule et des mémoires aussi pour générer de l'aléa. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais juste parler des TRNG qui utilisent le jitter et notamment les oscillateurs en nano. Donc, qu'est-ce que c'est un oscillateur en nano? Donc, un oscillateur en nano, c'est un nombre impair des portes inverseurs. Et du coup, quand on l'entrée, on met un 1, on va dire, on va ouvrir le transistor NMOS du premier niveau, ensuite le PMOS du deuxième et ensuite le NMOS du troisième. Ensuite, le signal, il reboucle, il fait la boucle et ensuite on ouvre le PMOS, le NMOS et le PMOS de ça. Donc ça circule en croisée et comme le signal circule en croisée, on récupère en fait le bruit de tous les transistors qui composent l'oscillateur en nano. Donc c'est pour cela que le signal qui est généré par l'oscillateur en nano, qui est un signal périodique, qui ressemble ici par exemple à une sinusoïde quand on a un nombre petit d'inverseurs, ou à un signal carré si on a un nombre plus grand d'inverseurs, il est imparfait parce qu'il récupère le bruit de tous les transistors. Ce qui est important à retenir au niveau du jitter, c'est que le jitter il augmente avec le temps d'accumulation, c'est-à-dire que par effet de boule de neige, si on mesure ces perturbations sur une période, 2 périodes ou 3 périodes, l'amplitude de ces perturbations devient de plus en plus grande. Donc il y a plusieurs types de TRNG à base des oscillateurs en nano. Donc on a ce qu'on appelle au début le TRNG élémentaire à base des oscillateurs en nano.
qui est composé d'un ring échantillonnant et un ring échantillonné. Sur le ring échantillonnant, on a un diviseur de fréquences dont le but est d'attendre pour que le jitter soit suffisamment grand pour arriver à la même taille que la période de l'autre oscillateur. Et si la perturbation est égale à la période de l'autre oscillateur, on sera plus capable de prédire si après la bascule, on aura un 1 ou un 0 qui va sortir. On a aussi d'autres principes un peu plus sympas qu'on appelle le transient effect TRNG. Donc, ce sont des deux oscillateurs en amont, bout en bout. Le signal, il s'échasse. Et au bout d'un certain nombre de cycles, le signal il s'arrête à 1 ou à 0. Et on compte le nombre de cycles pour générer l'aléa. Aussi, on a ce qui est plus communément utilisé, c'est le multi-ring oscillator TRNG. Donc celui-là, il est à peu près similaire au TRNG élémentaire, sauf que à la place d'utiliser un seul ring pour générer l'aléa, à la place du ring qui est ici appelé ring numéro 1, on a plusieurs. On utilise la puissance des plusieurs rings en même temps pour générer de l'aléa. Donc au niveau de sources physiques du jitter, on a plusieurs phénomènes. Déjà les phénomènes physiques, le bruit de type thermique et le bruit flicker. On a aussi, bien sûr, comme c'est des mesures réalistes et pas idéales, on a de l'échantillonnage, donc un bruit de quantification. On a du bruit déterministe, parasite et du crosstalk. Je vais juste parler aujourd'hui des sources physiques de bruit. Donc, et comment les différencier. Donc, comment les différencier, c'est qu'on regarde la variance en fonction de la taille de l'échantillon qu'on regarde, en fonction du temps d'accumulation. Et on remarque pour un faible temps d'accumulation, on a la variance du jitter qui augmente linéairement avec le temps d'accumulation. Et ensuite, pour des plus larges temps d'accumulation, on a l'accumulation qui varie avec le carré du temps d'accumulation. On a deux pentes différentes et avec ces deux pentes différentes, on peut déterminer les contributions thermiques et flicker du jitter. Donc, on va aller un peu plus précis sur les origines de ces sources de bruit. Donc, le bruit thermique, il est simple, c'est le modèle de Nyquist, ça vient de la résistance du canal du transistor. Et chaque résistance produit du bruit par le bruit thermique. Donc, ce type de bruit, c'est aléatoire et il n'a pas d'autocorrélation, il est parfaitement aléatoire. Le bruit flicker, par contre, il vient des deux phénomènes distincts. Donc, on a déjà le modèle de McWhorter qui porte sur la variation des porteurs au niveau de l'interface de l'oxyde du transistor. Donc, c'est des phénomènes de génération et recombinaison. Et aussi le modèle de Hughes qui va sur la fluctuation de la mobilité au niveau du canal du transistor, c'est-à-dire qu'on a la diffusion des porteurs dans le canal du transistor. Donc ce sont également des phénomènes aléatoires, mais comme les distributions ne sont pas tout à fait symétriques, on a une partie d'autocorrélation. Et pour les TRNG, ça c'est très mauvais parce que l'autocorrélation signifie de la prédictibilité. Donc pour les modèles actuels, on n'utilise que la composante thermique du bruit et on néglige complètement le bruit thermique, le bruit flicker, pardon. Donc ce que vous pouvez observer sur le graphique qui est à droite, c'est que on a toujours un mix de bruit. Donc on a en jaune le bruit de quantification, en vert le bruit thermique et en rouge le bruit flicker qu'on considère jusqu'à présent bruit interdit. Et ça, c'est obtenu sur un oscillateur en nano avec une fréquence avec un échantillonnage très précis. Donc le rapport entre la fréquence d'échantillonnage et la fréquence nominale du ring est de 10 000. Donc c'est un très bon échantillonnage. La problématique à l'heure actuelle, c'est que on calcule l'entropie du TRNG avec seulement la composante thermique.
qui dans notre cas ne fait plus que 50% de tout le mix à chaque instant. Et surtout pour le TRNG alimentaire, le point de fonctionnement se trouve dans un régime où le bruit flicker est dominant. Donc dans une zone où on a plutôt du rouge que du vert. Donc il faut absolument étudier l'influence du bruit flicker pour le TRNG. Pour cela, nous proposons un émulateur qu'on a codé sur Python qui permet d'ajuster ou d'annuler les sources de bruit. Donc pourquoi l'émulateur? D'abord parce que ça permet de changer ou de même désactiver certaines sources de bruit, ce qui est très intéressant parce qu'en réalité on ne peut pas annuler le bruit thermique, par exemple. Ensuite, il faut que les caractéristiques soient en accord avec des données réelles ou des dispositifs réels. Il faut aussi qu'ils soient compatibles pour un design TRNG. Un design TRNG, on a juste besoin des instants, des fronts montants du signal. On n'a aucun besoin de simuler tout le signal. C'est du gâchis. Et on l'a codé dans un langage universel Python parce que ça pourrait être utilisé par tout le monde. Donc là, ça commence la partie la plus complexe de la présentation. Jusqu'à présent, c'était amusant, mais ici, il y a des formules. Donc, je vais parler de comment émuler des séries temporelles qui correspondraient à des fronts montants. J'aurai pas le temps pendant la présentation de faire la démonstration, mais vous la trouvez dans notre dernier papier chess. Donc je vais directement parler des résultats. Donc, en utilisant le modèle de Hajimiri, qui est très communément utilisé pour modéliser le jitter, et à partir des amplitudes de bruit flicker et thermique, on peut générer une série temporelle qui peut reproduire en fait les instants des fronts montants ou descendants, si on veut bien. Donc, chaque période elle est constituée d'une période moyenne T0. Ensuite, on a une racine carrée de l'amplitude du bruit thermique multipliée par la période et divisée par un facteur de proportionnalité. En fait, il y a des facteurs de proportionnalité qui proviennent du fait qu'on a utilisé la librairie Color Noise pour faire l'émulateur. Et ensuite, on multiplie avec un vecteur de bruit thermique. Et pour la composante du bruit flicker, on multiplie donc là, on a la racine carrée de l'amplitude du bruit flicker multiplié par la période au carré divisé par facteur de proportionnalité du bruit flicker. Donc ça, toute la démonstration de cette formule, on la retrouve dans les papiers et on voit qu'avec, d'une manière assez simple, on arrive à retrouver les caractéristiques d'un oscillateur en nano, en techno FD-SOI 28 nanomètres, avec des erreurs très faibles du niveau de 5% et 10%, surtout au niveau du bruit thermique et flicker. Une autre manière de vérifier la correspondance entre les données mesurées et les données émulées, c'est par des histogrammes. Donc j'ai tracé des histogrammes pour différents temps d'accumulation, pour un différent nombre de périodes. Et on voit également que ça correspond bien aux caractéristiques réelles. Par contre, on voit que au niveau des mesures, la moyenne elle est décalée, donc on a un effet de drift auquel on s'attendait. On a également validé la formule, on l'a adaptée pour faire des mesures de variance sur FPGA. Donc les mesures de variance d'Alan sur FPGA sont faites à l'aide des deux oscillateurs en nano et on compte le nombre d'oscillations de l'oscillateur numéro 1 pendant une oscillation de l'oscillateur numéro 2. Et avec ça, on trace des variantes pour différentes valeurs de n. Et du coup, à la place de t, on a remplacé avec n. Et ça, la formule qui fonctionne aussi très bien pour des mesures FPGA. Donc on remarque qu'il y a des erreurs qui sont assez faibles entre les données émulées et les données mesurées. Et aussi au niveau des histogrammes, ça se rapproche très bien. Là, c'est peut-être la slide la plus moche de la présentation.
Euh, en utilisant l'émulation des séries temporelles, on peut très facilement obtenir des bits aléatoires. Donc, on utilise un TRNG élémentaire, c'est-à-dire deux rings avec sur le ring échantillonnant, on met un diviseur de fréquence pour attendre que le jitter soit suffisamment grand pour avoir suffisamment de l'entropie. Donc, il y a une hypothèse simplificatrice qu'il faudra faire, c'est-à-dire qu'on on transfère tout, tout le jitter sur le ring échantillonnant. Ce qui n'est pas faux, c'est juste un changement de référentiel. Et du coup, au niveau des équations, on a le ring numéro 1 qui est parfait et le ring numéro 2 qui contient en fait le jitter de l'ensemble des deux. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que on peut obtenir très facilement les bits sortants du TRNG élémentaire, parce que les bits élémentaires seront alors alors je sais que la formule elle est un peu complexe, mais cette formule signifie que c'est juste le jitter absolu du ring numéro 0 divisé par la période nominale du ring numéro 1 modulo 1. Et du coup, si on prend l'entier le plus proche de celle-là, on a directement les bits sortants. Donc là, la formule elle est moche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du code de Python, on arrive à avoir un TRNG élémentaire en 5 lignes de code. Donc on va juste générer par la librairie Colored Noise deux vecteurs de bruit thermique et flicker. Ensuite, on calcule la série temporelle avec la formule que j'avais présentée dans les slides précédents. Et ensuite, on prend l'entier le plus proche de cette série temporelle modulo 1. Bien sûr, on a un projet open source qui sera lancé en novembre. Donc, dès à présent, vous pouvez trouver tout le code qui correspond à notre publication en chest sur le GitHub du projet OpenTRNG. Ce qui est important, c'est le but de la présentation, c'est d'étudier l'influence du bruit flicker, c'est-à-dire au niveau de l'autocorrélation des bits. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a généré des séries temporelles et on a joué avec l'amplitude du bruit flicker. Donc, on a le facteur n de la série temporelle qui permet de modifier l'amplitude du bruit flicker. Donc, sur le graphique qui est à droite en haut, on a l'autocorrélation de la série temporelle brute d'un oscillateur en nano. Et on remarque que plus on augmente l'amplitude du bruit flicker, plus l'autocorrélation augmente. Et qu'ensuite on a une décroissance très lente, ce qui correspond bien au modèle existant sur l'autocorrélation du bruit flicker, par exemple Kirchner ou autre. Donc ça correspond bien à la théorie. Par contre, au niveau des bits, on a eu une surprise, c'est que plus on a augmenté le bruit flicker, plus l'autocorrélation elle est diminuée. Donc on s'est dit que cet effet est peut-être dû à la binarisation, c'est-à-dire à l'échantillonnage d'un oscillateur par l'autre. Et pour cela, c'est très facile de tester cette hypothèse, c'est-à dire que si l'autocorrélation est limitée par l'échantillonnage d'un ring par l'autre, on peut ouvrir la fenêtre du ring échantillonnant, c'est-à-dire faire varier la période. Et alors, la fonction d'autocorrélation, elle devrait aussi augmenter. Et c'est ce qu'on a fait. On a modifié la période du ring échantillonnant. Et plus on a ouvert la fenêtre, plus l'autocorrélation s'est étendue et agrandie. Donc, cet effet vient bien de l'échantillonnage d'un ring par rapport à l'autre qui impose une limite inférieure, une borne inférieure à la fréquence qui peut passer. Donc, il y a aussi une explication graphique par rapport à cela. Donc, sur le graphique à droite, j'ai représenté le jitter absolu pour deux configurations différentes de bruit. Une qui contient la courbe bleue qui contient une quantité standard de flicker et la courbe en rouge qui contient 10 fois plus la quantité standard de flicker. Donc, on peut remarquer assez facilement que c'est correct parce que la courbe en rouge elle est beaucoup plus corrélée que l'autre. Et on a également les domaines de 1 et 0 qui correspondent à
à la sortie du générateur à chaque instant. Donc à chaque instant sur ce graphique, quand on choisit un point, on sait directement si ça sera un 1 ou un 0. Donc si on connaît le jitter absolu, on connaît à tout moment le bit qui sort du terrain G. Par contre, quand on regarde la série des bits, quand il y a des transitions de 0 vers 1 ou de 1 vers 0, on ne peut pas se rendre compte si c'est le résultat d'une diminution du jitter absolu, d'une augmentation du jitter absolu. C'est-à-dire que par exemple sur la courbe en rouge, les transitions d'un bit 1 à 0, les deux transitions au niveau des bits sont identiques, c'est-à-dire qu'on passe de 1 à 0, mais dans un cas c'est dû à une diminution du jitter absolu et dans l'autre c'est une augmentation du jitter absolu. Ce qui signifie en fait qu'à chaque fois quand on a une transition, on a une remise à zéro de la phase perçue et on efface tout effet de mémoire qui vient d'auparavant parce qu'on ne peut pas se rendre compte si c'était le résultat d'une augmentation ou diminution du jitter. Encore une slide sur la portée de l'autocorrélation. Donc on a dit que la transition de 0 vers 1 ou 1 vers 0 réinitialise la phase perçue. Et du coup, au niveau des graphiques, le lag de la fonction d'autocorrélation il correspond au temps d'accumulation. Et la déviation d'un domaine, c'est-à-dire la transition d'un domaine à l'autre, elle peut être donnée par la variance d'Alan. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, comme dans l'exercice précédent, on a fait varier la période du ring échantillonnant et on a calculé la portée de la fonction d'autocorrélation. Et à chaque fois, on voit qu'elle est limitée par la variance d'Alan. Voilà. Ce qui est plus pratique, c'est l'effet du bruit flicker au niveau de l'entropie du terrain G. Donc ici, c'est un graphique assez complexe où on a représenté, on a calculé l'entropie sur des monts de 8 bits, le taux d'entropie sur des monts de 8 bits. Donc la courbe en orange, elle représente cette entropie pour des quantités standards de bruit flicker et thermique. Ensuite, la courbe en rouge et en violet sont des 10 fois respectivement 100 fois plus de bruit flicker. Et la courbe en vert, elle ne contient que du bruit thermique. La courbe en vert, elle fit parfaitement le modèle actuel proposé par Baudet, en fait, qui prend en compte juste la composante thermique, ce qui garantit un peu notre démarche. Parce que notre courbe qui contient seulement du bruit thermique, elle correspond au modèle actuel qui utilise seulement le bruit thermique. Plus simplement, on peut voir que au niveau des caractéristiques d'entropie, une augmentation de bruit flicker, il a un effet positif sur l'entropie, c'est-à-dire que plus on rajoute du flicker, plus l'entropie augmente. Sur la partie haut du graphique, on retrouve également les points qui correspondent au moment d'accumulation où la fonction d'autocorrélation devient nulle. Et on peut voir au niveau de ces points-là que donc l'autocorrélation elle est nulle et aussi l'entropie elle dépasse le 0,997 demandé par la norme AES 31. Et du coup, on pourrait utiliser ces points comme points de fonctionnement. Donc, je l'ai répété dans le slide suivant. Conditions sur les bits sortants, c'est l'autocorrélation nulle et taux d'entropie plus élevé que 0,997. Donc, d'après nos paramètres, on peut augmenter. J'ai récupéré les points qui étaient sur la slide précédente. Et du coup, on peut voir qu'au niveau du output, on peut augmenter, selon nos données, le output d'un facteur 4 si on intègre le bruit flicker dans le modèle du transistor et que dans des conditions spécifiques où l'autocorrélation devient nulle, on peut utiliser également le bruit flicker comme source de bruit. Aussi, on peut l'augmenter davantage si on augmente le bruit thermique, mais je ne serais pas sûr que 10 fois ou 100 fois le bruit flicker, les dispositifs pourraient marcher. Je vais conclure. Donc pour étudier l'influence du bruit flicker, on a fait un émulateur très simple sous Python
qui est adapté aux applications TRNG, c'est-à-dire qu'on génère juste des séries de frontmontants ou descendants. Donc c'est simple et ça permet de reproduire des dispositifs réels en 28 nanomètres FDSOI par exemple, mais aussi d'autres. Donc l'influence du bruit thermique, elle est plutôt positive. Dans certaines conditions précises où l'autocorrélation devient nulle, elle peut être utilisée comme source de bruit légitime pour un TRNG. Et cela ouvre la perspective pour faire un modèle stochastique plus complexe qui intégrerait le bruit flicker. Donc dans les perspectives, c'est d'utiliser l'émulateur pour étudier d'autres effets comme le drift, le vieillissement, l'adapter au duty cycle et d'autres paramètres. Et aussi au niveau de source de bruit, d'intégrer le bruit flicker dans le modèle stochastique des TRNG, mais pas que. Donc voici la bibliographie de cette présentation et je vous remercie pour votre attention.